bienvenue sur la chaîne Figaro Geek. Mon nom c'est Alex et je suis accompagné de FX et de PL. Salut! Et puis on va commencer cette vidéo-là en discutant d'un jeu qui s'appelle Star Citizen. Oui, ben justement, j'avais un peu le goût de parler de ce jeu-là, surtout de ce qu'on a vu au mois d'août à la Gamescom et aussi parler un peu de ce que j'attends de voir en octobre à la CitizenCon. Okay. Donc, je sais que vous n'êtes pas tellement familier avec le jeu, fait dans le fond, c'est un jeu qui est en développement depuis environ 4 ans, 4-5 ans. Mais en développement actif, on peut dire que ça fait vraiment 3 ans parce que dans le fond, au début, l'équipe était vraiment minime. Quand ils ont parti, il était environ 15 personnes. Maintenant, ils sont rendus environ 400 personnes à travailler sur le jeu. Puis c'est réparti dans 5 studios à travers le monde. Donc, mais fais-nous juste un petit recap, de fond, c'est quoi le jeu? Parce que moi, je sais que tu nous l'as montré, je sais que c'est un jeu qui est dans l'espace. En gros, Star Citizen, ce que ça va être, ce que ça veut être, c'est un jeu qui englobe plusieurs mécaniques de jeu. Donc, un Space Simulator, donc on pilote des vaisseaux spatiaux. Un FPS, donc on va pouvoir sortir des vaisseaux spatiaux, faire des combats avec des guns. Il va aussi avoir des mécaniques de travail. T'sais, on sera pas obligé justement, si on veut être un explorateur, on va pouvoir être un explorateur, être plus pacifique, quoi, qu'il va falloir se défendre quand même contre des pirates qui veulent peut-être nous descendre ou tout ça. Si on veut être dans l'armée, si on veut être seulement un cargo transporteur, transporter de la cargaison, on va pouvoir faire ça. Ça intègre aussi des mécaniques de multi-crew ship. Dans le fond, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnes à l'intérieur d'un vaisseau. La manière que les vaisseaux sont faits dans Star Citizen, c'est que c'est pratiquement un tableau complet. Les plus gros vaisseaux, on peut être peut-être une soixantaine de personnes, une centaine de personnes dans le vaisseau et se déplacer à l'intérieur. Donc pendant qu'il y a des pilotes, d'autres personnes peuvent être en train de faire d'autres choses, être en train de s'occuper des tourelles. Un peu à la Mass Effect, mais mettons, j'imagine plus... Il y en a, quand tu parles d'autres personnes, c'est des joueurs en ligne. Des joueurs en ligne ou des intelligences artificielles. C'est un MMO dans le fond. Ok, c'est ça. Ok, les deux. C'est ça, parce que ce qu'ils vont faire, c'est que si tu as vraiment un gros vaisseau et que tu n'as pas assez de personnes, si tu n'as pas assez d'amis pour remplir les postes clés du vaisseau, ben, tu vas pouvoir engager des intelligences artificielles qui vont pouvoir être à ces postes-là, mettons au poste de tourelle, poste de réparation, parce que ce qu'ils veulent faire aussi, c'est quand les vaisseaux reçoivent des dégâts, en temps réel, on va être obligé d'aller réparer les dégâts du vaisseau. Donc, si les boucliers tombent à plat, il va falloir aller réparer le générateur de boucliers. Ton R2D2. Exactement. Là, ça va être un R2D2 humain ou personnage. Là. Donc, mais ça, c'est des mécaniques qui sont pas encore toutes là. Ils veulent vraiment faire beaucoup de choses. Donc, c'est un jeu vraiment ambitieux. Là, il y a des planètes procédurales aussi, donc un peu à la No Man's Sky, mais vraiment, vraiment beaucoup mieux fait. Ça va être le même principe que... Parce que je me souviens, dans No Man's Sky, on pouvait arriver, mettons, on décollait sur une planète au départ, et là, tu regardes dans le ciel, et tu vois d'autres planètes, puis là, tu te dis, hey, je peux y aller. Tu prends ton vaisseau, puis tu fly, tu passes au travers de la l'atmosphère. Donc, là, ça va être le même principe. C'est le même principe. Sauf qu'en plus, c'est qu'au lieu d'utiliser seulement la technologie procédurale pour les planètes, c'est dans le fond, ils se servent des mesures procédurales pour créer la planète, mais il y a des artistes qui passent après ça sur la planète pour vraiment créer des zones spécifiques. À No Man's Sky, la planète se ressemble au complet. S'il y a un climat, si c'est une planète avec des champignons, ben tout autour de la planète, ça va être des champignons. Tandis que puis c'est vraiment uniquement procédural, là, parce qu'on s'entend dans No Man's Sky, il y a 18 quintillion planètes, en tout cas, c'est un jeu de quoi? 4 gigs, 4 à 6 gigs, je pense. C'est ça, donc avec la quantité de trucs procédurales qu'il y a dans No Man's Sky, ça aurait été impossible qu'il y ait des artistes qui passent sur chacune des planètes. Star Citizen, quand il va être vraiment à son paroxysme, dans le fond, où va être le plus complet, ils veulent avoir environ 150 systèmes solaires, avec environ 4 à 5 planètes par système solaire, avec des lunes aussi. Donc, toutes les planètes, à part peut-être les planètes gazeuses, là, mais la plupart des planètes, on va pouvoir atterrir dessus, les lunes aussi, mais il va vraiment avoir des artistes qui vont avoir passé sur chacune de ces planètes-là pour créer des climats différents, pour que sur la même planète, tu puisses avoir des zones tropicales, des zones de froid, des zones de désert.
même des villes procédurales. Donc là, ils ont commencé à travailler cette année. Ils ont montré un petit peu, là, c'est vraiment au tout début, là, c'est les balbutiements. Ils ont commencé à montrer les villes procédurales. Donc, on va avoir des villes peut-être de la grandeur d'un jeu comme GTA, mais un peu partout sur une planète, mais qui va être faite procéduralement, les bâtiments aussi. Donc, ils ont développé des technologies qui vont les aider à faire ça. Là, ce qu'on a vu à la CitizensCon, pas à la CitizensCon, mais à la Gamescom au mois d'août, on a vu en fonction la nouvelle patch qui s'en vient dans pas trop longtemps. On espère qu'ils vont être capables de résoudre les bugs. Ben, c'est ça, là, ils donnent plus de date parce que vu que c'est un développement de jeu assez complexe, puis aussi qui englobe des mécaniques qu'on n'a jamais vues fonctionner ensemble dans un jeu, ça amène aussi des bugs que personne n'a jamais vus. Donc, des fois, les résoudre, c'est un peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps. Donc, il faut leur donner ça. Ils sont rendus, ils ont investi beaucoup aussi. En fait, c'est un socio-financement, si je ne me trompe pas. Dans le fond, ils sont rendus environ un peu plus de 160 millions, dans le fond, de ramasser en socio-financement. Donc, c'est ça, là. C'est un jeu uniquement PC, donc tout le budget va aller pour... Ouais, c'est ça. Donc, et heureusement. Ben, c'est parce que j'ai l'impression... Ça va quand même prendre une solide machine pour pouvoir jouer à ça. Là. Si vous avez un PC à 400$, probablement que vous allez avoir un petit peu de misère à jouer. Ça va laguer. Processeur, carte graphique, ça va être demandant. Oui, parce qu'il va y avoir beaucoup de physique, des particules. Déjà, l'engin de jeu qu'ils ont pris, mais là, ils ont changé d'engin, mais c'est le même engin qui a été modifié. Et quand ils ont parti le développement du jeu, c'était avec le CryEngine, qui ont modifié, mais maintenant ils sont rendus avec l'engin de Amazon, Lumberyard, parce qu'Amazon décide de s'investir dans le jeu en ligne. Donc ils ont créé une version modifiée pour les jeux en ligne, justement du CryEngine. Donc la transition du CryEngine à Lumberyard, ça s'est fait quand même très bien. Ils n'ont pas eu des mois de reprogrammation à faire pour chaque module. Bon. Donc ça s'est fait vraiment très bien. Mais c'est ce qu'on a vu au Gamescom cette année. Ils nous ont montré la patch 3.0. Dans le fond, ce qu'on va avoir d'ici quelques temps. Plus quelque chose, une nouvelle technologie qui s'appelle le VoIP ou FOIP, tout dépendant. Dans le fond, c'est une manière avec une webcam qui va capter les mouvements de notre visage. Et dans le jeu, on va avoir les mouvements de notre visage reproduits sur le visage de notre personnage. Et notre voix va être intégrée dans le jeu. Ouais. Et ça sera pas comme un chat, mettons, à la Skype ou à la TeamSpeak ou des trucs comme ça. Ça va être, si t'es dans une pièce et que ton personnage est éloigné, mais tu vas entendre la personne te parler de loin avec sa voix. Donc, elle pourrait crier, puis ça donnerait vraiment l'impression. Oui, c'est ça va vraiment donner l'impression. Si t'es dans une pièce écho, il va y avoir un reverb appliqué à la voix, donc ils vont vraiment travailler l'audio avec un module audio qui va rajouter des effets sur les voix, tout dépendant de la situation où on est. Et aussi, ce module-là a fait qu'ils ont intégré quelque chose qui ressemble un peu à de la vidéoconférence en jeu. C'est que si, mettons, vous êtes dans votre vaisseau, vous voulez appeler votre ami qui est sur une autre planète, bon, vous allez voir en vidéoconférence la tête de votre ami, de son personnage. Vous allez pouvoir lui parler en vidéoconférence, donc les deux personnages vont se parler. Donc c'est vraiment une technologie assez innovante qu'on n'a jamais vue dans un jeu vidéo. Donc c'est tout le temps des petites choses comme ça que Star Citizen essaie d'amener. Il va y avoir aussi en octobre, c'est ça, la CitizenCon qui est, dans le fond, la convention dédiée à ça. Là, ça fait quelques temps qu'on est censé avoir des nouvelles de Squadron 42 parce que faut pas oublier que CIG, dans le fond, la compagnie qui développe Star Citizen, développe pas un jeu, mais développe deux jeux. Développe Star Citizen, le MMO, développe aussi une campagne solo qui s'appelle Squadron 42. Qui va être comme une extension ou un DLC? C'est pas vraiment un DLC, c'est un jeu qui se passe dans le même univers, mais c'est un jeu qui va être plus linéaire avec des missions scriptées, dans le fond, qui impliquent des acteurs connus. Là, il va y avoir des quelques acteurs connus qui sont impliqués dans le projet. Mark Hamill, Gillian Anderson. Moi, si tu m'avais parlé de Gary Oldman. Gary Oldman qui fait, et quelques autres. Il y a aussi Andy Serkis
qui va être là-dedans. Et quelques autres personnages qui vont être interprétés par des acteurs qu'on a pu voir soit dans Game of Thrones, je me souviens pas de tous les noms. Casting de GTA quand même. Mais c'est souvent des acteurs qui ont déjà travaillé avec Chris Robert, le fondateur du jeu. Mark Hamill avait travaillé avec Chris Robert dans le passé pour Wing Commander. Puis Mark Hamill, on s'entend qu'il a fait beaucoup de jeux, il a fait la voix du Joker. C'est ça, donc il est quand même habitué. On connaît ça. Donc, c'est ça. Donc, ce que je m'attends à voir à la Citizen's Con cette année, c'est un peu de gameplay et des nouvelles de la date de sortie, probablement, de Squadron 42, parce que Squadron 42 va sortir avant Star Citizen, vu que c'est une campagne solo. Ils ont besoin de moins de mécanique. Ils n'ont pas besoin non plus de stabilité de serveur pour que le jeu fonctionne. Donc, ça devrait arriver quand même assez tôt l'an prochain, probablement. On espère. Toujours. Mais ton impression jusqu'à date, là, parce que là, tu peux déjà jouer en version bêta à Star Citizen. Comment tu trouves ça à date? Ben, à date, c'est sûr que là, ce qu'on a, c'est plus une preuve de concept. C'est pas le jeu en tant que tel. C'est pas ce que Star Citizen veut être. C'est vraiment un tas de mécaniques mis ensemble dans un relativement petit espace comparativement à ce que le jeu va être. Juste pour tester des mécaniques. Hein? Là, on a un système solaire qui est quand même assez vide pour l'instant, mais on peut déjà se promener avec des vaisseaux, on peut déjà atterrir sur des stations spatiales et faire du combat FPS, on peut déjà être plusieurs par vaisseau. Donc, c'est vraiment, ils testent les mécaniques. Mais c'est vraiment pas ce que Star Citizen Drive, c'est vraiment comme un laboratoire qu'on a. La patch 3.0 qui s'en vient, c'est vraiment quelque chose de considérable parce que là, c'est vraiment le premier pilier dans ce que Star Citizen veut être. Donc, les premières lunes procédurales avec des bases sur ces lunes-là, les premiers intelligences artificielles qu'on va voir aussi, hein, les bases vont contenir des intelligences artificielles qu'on va pouvoir voir à l'œuvre, dans le fond. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et aussi, probablement, ce qu'on va voir à la Citizen's Con, parce que cette année, ils nous ont montré plusieurs évolutions dans le développement des races extraterrestres. Parce qu'il n'y aura pas seulement des humains dans Star Citizen, il va y avoir c'est ça. Donc, il va y avoir des races extraterrestres avec aussi des villes extraterrestres et tout ça. Donc, on devrait voir aussi les premiers concepts ou les premières intégrations des races extraterrestres pour le jeu qui vont s'en venir dans un futur quand même assez proche. Toujours un peu touché les races extraterrestres dans les jeux, là, essayer de faire ça que ça soit intéressant puis qu'ils soient... Mais ils ont vraiment fait écoute, ils ont une équipe là pour le lore du jeu, là, pour une équipe dans le fond qui invente comme la mythologie du jeu de 15 personnes. Là. C'est vraiment des gens qui sont habitués de travailler avec les univers. Il y en a qui ont travaillé sur des franchises de super-héros. Il y en a qui ont travaillé aussi pour Mass Effect. Donc, c'est tous des gens qui ont travaillé sur des scénarios pour créer aussi des mythologies de jeux ou d'autres univers assez similaires à ce qu'on va avoir. Puis là, ils sont mis ensemble. Puis ils ont vraiment une mythologie assez riche déjà. Monde créatif. Est-ce qu'ils vont même développer des langages ou des choses comme ça? Ça, c'était prévu. Ils ont déjà planifié d'engager des... comment on appelle ça, des linguistes, pour développer des langages spéciaux pour justement chaque race extraterrestre. C'est vraiment un jeu poussé. Des fois, on peut penser, dire, OK, c'est peut-être un peu trop poussé, mais j'ai quand même vraiment confiance. Le gars qui développe ça, Chris Robert, nous a impressionnés dans le passé. C'est un des maîtres des jeux d'espace, là, Wing Commander, Privateer, tout ça. Même tous les jeux d'espace qui sont sortis par la suite ont été pratiquement inspirés de ces jeux à lui. Et lui, justement, attendait justement que la technologie des ordinateurs soit assez puissante pour créer vraiment son jeu de rêve. Là. Ouais, c'est ça. Il attendait que ça rattrape un peu ses idées. Puis c'est ça. Parce qu'on s'entend, lui, c'était des années 90 là, qu'il a fait ces trucs. Donc, c'est vraiment ça que j'attends de voir pour la Citizen's Con. Donc... Mais une chose est certaine, il y a de l'ambition, le créateur de ça. Mais est-ce qu'il y a trop d'ambition? T'as-tu des craintes que la version finale voit jamais le jour, finalement? J'ai pas des craintes que la version finale voit jamais le jour. J'ai des craintes plus pour les gens qui attendent que quand le jeu va sortir, quand le jeu va sortir et qu'il va être mis en vente au grand public, et ça sera plus juste des backers, ça sera pas tout au complet, il n'y aura pas 150 systèmes, il va peut-être avoir une dizaine de systèmes au début, et par la suite, au fil des mois, des années, il va y avoir des trucs qui vont être rajoutés dans le jeu.
un peu comme un MMO normal, tu sais. Si on prend, tu voulais parler justement d'Elder Scrolls Online, je vais amener ça. Si on prend Elder Scrolls Online, quand il est sorti au début, la première année, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Là, ils ont rajouté des maps, ils ont rajouté des zones de Tamriel qui n'étaient pas là au début. Au début, le jeu, il y a eu des critiques mitigées, puis maintenant, c'est un des MMO les plus appréciés de la communauté et un des plus complets. Donc, c'est un peu ça que je vois avec Star Citizen. Donc, on va commencer de parler, justement, on voulait parler de Elder Scrolls Online, donc ça tombe bien. Justement, tu parles d'Elder Scrolls Online, je regardais, moi je suis pas un joueur de la première heure. Donc, ça a pris un petit bout là avant que je commence à jouer. Ça faisait probablement déjà 1 an même qu'il était sorti avant que moi je l'achète puis que je joue à ça. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au départ, on était limité, même juste dans les zones où on pouvait aller. On se créait, mettons, une race. Après ça, on avait une alliance qu'on choisissait. Et il nous lançait là, dans une quête, à un certain endroit. Mais on était comme limité, on pouvait pas aller où ce qu'on voulait. Évidemment, c'est sûr quand on a l'abonnement plus membership, c'est ça. Là à ce moment-là, ça l'ouvre plus de portes un peu. Mais à un moment donné, c'est qu'ils ont comme modifié ça, si je me trompe pas. Ils ont comme créé le One Tamriel qui a permis, ça a comme unifié toutes les régions ensemble. Donc même si tu te crées une certaine alliance avec une certaine race, une fois que tu vas avoir fini tes quêtes dans cette zone-là, tu peux, avec le même personnage, continuer à aller ailleurs, faire les autres missions, dans le fond. Puis, là où je voulais en venir, justement, parce que c'est ça, on en parlait, je voulais parler un petit peu de Elder Scrolls Online. Je suis un fan. Ça fait quand même quelques centaines d'heures que je mets là-dessus. Je suis rendu proche de 500 heures. Ce qui est pas énorme comparativement à ce que j'ai mis dans le temps sur Skyrim. J'ai dû mettre 1000 heures, plus de 1000 heures probablement. Pas mal tout ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est ça, il y a toujours du nouveau contenu qui arrive. Ouais. Là, quelques mois, il a sorti Morrowind, donc l'extension. Qui est même plus qu'un petit DLC, là, parce que là... J'espère, parce que... C'est une des zones les plus grandes, je pense, qui ont été... Le jeu original, dans le fond, ce qui était à Morrowind, c'était Elder Scrolls le 3e, qui était hallucinant, puis c'était une grosse map. Fait que j'espère que c'est au moins à la hauteur du jeu. Je pense qu'ils voulaient rallier, justement, peut-être les anciens joueurs, qui n'avaient pas tout embarqué encore à... Parce qu'il y a bien du monde qui aimerait ça, qu'ils fassent un remaster de Morrowind, et Oblivion, évidemment. Ceux qui ont joué à ces jeux-là. Fait que d'après moi, c'est peut-être ça qui ont... Si on dit on va aller chercher une petite part de marché de plus, probablement. Mais ce qui arrive, c'est que, Morrowind est un petit peu à part, parce que dans le fond, premièrement, elle s'achète pas avec des crowns à l'intérieur du jeu. Il faut l'acheter là en argent, c'est une cinquantaine de dollars, 45 $, si je me trompe pas, la version de base, quelque chose comme ça. Parce que 49, c'est ça. Ils vendaient 80, si je me trompe pas, plus taxes. Mais ça avait la version avec le jeu, je pense. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais tandis que les autres DLC, si on est membre ESO+, on prend un abonnement au mois, ils donnent 1500 couronnes par mois, donc on peut arriver à se payer, c'est ça, plusieurs items. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais donc là, je suis assez content, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient, parce qu'il va y avoir, Horns of the Reach, qui est, évidemment, des missions supplémentaires, je pense que ça va regrouper comme 6 missions principales, donjons et batailles et tout ça. J'ai pas lu en détail, là, donc je vais pas faire une genre de chronique approfondie. Horns of the Reach, ça se passe dans le bout de Falkreath, si je me trompe pas, ou Riften. Riften, c'est comme à l'opposé, me semble. Falkreath, c'était plus en bas de Whiterun, si je me souviens. Un petit peu en bas à gauche. C'est ça, sud-ouest, c'est ça. Mais donc, ça doit être plus dans le coin de Riften, parce que remarque, je sais pas, c'est ça. La map de Tamriel est tellement grande que, au fait, ils ont encore beaucoup de place pour rajouter des zones et tout ça. Donc, là, présentement, il y a le Rift, il y a, où est-ce qu'il y a Winterhold, puis le collège, là,
C'est un peu en haut, c'est le Rift, non? C'est pas le Rift? Le Rift, non, vraiment les secteurs, là, les noms, je me rappelle, c'est le temps genre House March, ou des noms genre norvégiens. C'est pas super important, mais en fait, il reste beaucoup de zones pour couvrir encore des parties Skyrim, là, de toute cette zone-là. Donc, probablement que quand l'extension Horns of the Reach va sortir, soit que ça va concerner, ça va être des missions additionnelles dans une zone déjà existante comme le Rift, par exemple, ou bien ils vont rajouter une nouvelle zone. Étant donné que c'est un DLC, ben ça se peut qu'ils rajoutent du nouveau territoire. Comme ils ont fait avec le Gold Coast, puis dans le fond, là, la place pour le Dark Brotherhood, le Thieves Guild, et ainsi de suite, là, ils ont rajouté comme au fur et à mesure plusieurs nouvelles zones. Donc, il y a des bonnes chances qu'en tout cas qu'on voit ça arriver. Excellent, et d'ici cet automne, il va y avoir un nouveau DLC pardon, qui va sortir encore. Qui s'appelle The Clockwork City. Et moi, ce que j'ai aimé des premières images que j'ai vues, c'est que ça m'a fait penser, on aurait dit, c'est une ville d'Whammer. C'est carrément une ville d'Whammer, mais qui fait un peu steampunk. Là, ça me dit quelque chose. Avec les tuyaux, la vapeur et tout ça, là, beaucoup d'automatons, d'automates, des araignées. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ces DLC-là. Ça va être vraiment intéressant. Clockwork City, me semble, c'était pas Mournhold, ça? C'est possible. C'était un des DLC qu'il y avait eu à l'origine sur Morrowind, je ne me trompe pas. Ok. C'est que, ça reste dans cette affaire-là. C'est ça. Donc, ça se peut que ça prenne place encore dans le coin de Skyrim. Peut-être bien. Donc, autour du Rift ou de ces emplacements-là. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça parce que j'ai toujours enthousiaste. Moi, j'ai une question justement par rapport à Morrowind version Elder Scrolls Online. C'est. Parce que le jeu original Morrowind, parce que moi, c'est ça, moi, je joue pas. J'ai à peine joué à SEO. Ouais. SO, c'est ça. Elder Scrolls Online. Puis, je voulais savoir, Morrowind, dans le fond, qu'ils ont fait dans ce jeu-là, c'est-tu l'île de Varden... C'est-tu juste l'île de Vardenfell ou t'as le tour à côté? Parce qu'à l'origine, il n'avait pas pu faire le tour parce que c'était trop gros pour le temps. Non, mais là, c'est l'île de Vardenfell. C'est juste Vardenfell? Ouais. Mais c'est... Parce que tu sais, Elder Scrolls Online, ça se passe, c'est avant ou après Skyrim? Si je me trompe pas, puis là, peut-être que les gens pourront commenter, là. Si je me trompe pas, c'est quelque chose comme 1000 ans après Skyrim, là. Il me semble, en tout cas, c'est ça. Parce que, c'est ça, l'île de Vardenfell, dans le fond, le nouveau Morrowind ressemble pas du tout au Morrowind du temps. Le Morrowind du temps, c'est ça. Là, maintenant, c'est plus comme tropical. Les créatures se ressemblent, les créatures qui sont là, c'est les mêmes. Mais c'est ça, c'est vraiment rendu plus verdoyant, tropical. Il y a encore des espaces avec des champignons géants. Puis, oui, ça, ils ont gardé ça, ouais. La première champignon géant. Ouais, absolument. Mais qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous qu'ils vont faire un film sur cet univers-là à un moment donné? Ça pourrait être intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez. Il y a quelques années, il y avait eu un fan movie sur YouTube où on voyait justement un trailer. C'était comme le début de l'histoire de Skyrim avec Dovahkiin. Ah, mais ça, c'était, si je me trompe pas, c'était un trailer qu'il avait fait pour le jeu. Non. Tu vois le dragon atterrir, tu vois les villageois apeurés, puis t'as le dragon qui arrive. Ça, il me semble que c'est un teaser pour le jeu, ça. Il semble que non. C'est peut-être un fan trailer. C'est un fan trailer. Ouais. Je pensais que c'était un teaser pour le jeu. La première fois que je l'avais vu, je m'étais dit, ça annonce-tu un film sur cet univers-là? Peut-être pas dans le temps de Skyrim avec le Dragonborn et tout ça, mais tu sais, ça pourrait être à une autre époque, là, l'époque des grandes guerres là, contre les Argoniens. Elder Scrolls, c'est comme le Seigneur des Anneaux, ils ont tellement une historique riche et variée et longue, parce que c'est sur des milliers d'années. Fait qu'ils pourraient faire une quantité de films s'ils veulent. Mais c'est sûr que ça se prêterait parce que dernièrement, l'année dernière, je crois, on a vu le film World of Warcraft. Oui. Donc, il était quand même pas mauvais. Oui. On va en parler tantôt sûrement parce que c'est ça. C'était. Je n'ai pas vu mon Warcraft. Ok. Je suis pas un fan de WoW. Donc, moi, j'ai jamais joué d'ailleurs à WoW. J'ai écouté le film, ça m'a pris un petit bout embarqué. Les trolls. Ouais, puis c'est ça, les trolls qui sont pas mal misogynes et ferme ta gueule. Quasiment, tu sais, je veux dire, c'était comme.
sais, c'est les hommes ou c'est les mâles qui règnent, là. Tu sais, là, juste quand le film a commencé, j'étais comme, bon, c'est un party de saucisse. Party de saucisse. Ouais. Mais, c'est ça. Ouais. Mais pour en revenir un peu à The Scrolls, une dernière affaire, j'avais le goût de dire, vous pensez quand est-ce qu'ils vont faire un nouveau jeu? Là? Le 6, là, hein, c'est long. C'est long. Moi, là, je m'attendais à ce que... Parce que quand ils ont sorti le genre de Skyrim en HD, le Remasters, moi, j'ai trouvé ça un peu comme du temps gaspillé ou du temps perdu. C'est de l'énergie qu'il aurait pu mettre. Là, en plus, ils l'ont sorti à la Switch. Ouais. Il ajoute un mode Amiibo, là, tu vas pouvoir jouer avec Link dans Skyrim. Ouais, puis il le ressort aussi sur la PlayStation 4 pour le PSVR. Ouais. Fait que, donc, c'est vraiment, il y a comme un genre de recyclage de Skyrim depuis un ouais, il reste accroché là-dessus. J'ai l'impression. C'est un chalet. C'est parce que j'ai l'impression que Bethesda, depuis 2-3 ans, ont décidé de travailler sur des nouvelles franchises. Ils ont fait le remake de Doom. Ouais, c'était excellent, moi je l'ai trouvé excellent. Là, ils viennent de faire un remake de Quake. Ouais. Donc, ils ont amené Prey aussi. Ils ont amené Prey. Donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils voulaient se dissocier pendant un certain temps, peut-être de Fallout puis de Elder Scrolls. Donc, peut-être... Oui, parce qu'on a eu un nouveau Fallout, dernièrement. Fallout 4 qui était hallucinant, là. Puis on a eu un paquet de DLC. Le dernier en date, c'était Nuka World. Que j'ai pas encore essayé, d'ailleurs. J'ai pas essayé Far Harbor non plus. Ça, je me garde ça pour... le temps d'attendre un nouveau Elder Scrolls. Voilà, qui va probablement arriver d'ici 2020. Ou peut-être pas arriver, mais être annoncé. L'année passée, là, il avait écrit sur IGN qu'il était censé, qu'il envisageait pas ça, pas en tout pour les prochaines années. Là, il travaillait comme sur 2 gros jeux qui étaient, dans le fond, ni plus ni moins Prey, il y avait ça qui ont sorti. Puis un autre affaire, il parlait de gros jeux, là, de la grosseur de Skyrim puis de Fallout. Mais c'est ça le problème. 2020, je pense que c'est conservateur comme estimé. Là. Une nouvelle propriété intellectuelle, une nouvelle franchise. Un petit peu positif. Je souhaite bien que ce soit 2019. C'est ce que j'aimerais. D'après vous autres, ça serait quoi? Rappelez-vous du buzz qu'il y avait eu, là, c'était genre... Avec justement le monde des Argonians. Ouais, c'était Argonia. On avait tous vu ça, genre de pochette. Ouais. Tout le monde pensait, hey, il y a un autre c'est ça, ouais. Moi, pour avoir joué à Elder Scrolls Online, il y a beaucoup de zones que j'adore. Et ça pourrait être autant justement la place des Argonians, dans le désert aussi, là, à Alex Desert. Ouais, c'est ça. Ou c'est-tu les Bretons aussi qui vivent dans ce coin-là? Je sais que comment ils les appellent? Les Noirs, dans le fond, si on peut dire. C'est les Red Guards? Ouais, les Red Guards. C'est ça, je pense que c'est peut-être leur domaine à eux. Ouais. Moi, ça m'intéresserait. Moi, j'ai autant d'autres endroits comme Oridon, l'île qui est une île immense qui est ultra verdoyante, tu sais, ça ferait un bon contraste avec Skyrim qui était tout de même assez gris, froid. Il y avait, on avait, tu sais, un petit peu forêt boréale avec des bouleaux, des trucs comme ça. C'était très nordique, là. Quand même, c'est ça. Donc, les mods sont venus sauver ça. Oui. Exact, oui. Voilà. Ouais. Mais, donc, c'est ça. Si on est chanceux en 2020, on se croise les doigts. Puis, un film basé là-dessus, sur cet univers-là. Ça serait vraiment cool. Ouais. Ça serait fun, j'avoue. Donc, mais justement, en parlant de films, de jeux vidéo, on va peut-être faire un petit sujet, justement, parler soit des jeux vidéo adaptés de films ou des films adaptés de jeux vidéo. Donc, c'est ça. Mais justement, parlant d'univers un peu fantastique, moi, il y a un film que j'attendais, qui était censé être en production à un moment donné. Il y avait eu des rumeurs que c'était en production par Sony. Tu m'intrigues. Moi aussi, là. Tu m'intrigues. Ouais. God of War. Ah, ok. God of War. God of War qui est tellement génialissime de base. Ça ferait tellement un bon film, là. L'univers, cet univers-là. Ouais. Mais, ça serait une belle continuité avec, c'est plus d'actualité, là, mettons, le colère des titans, le choc des titans qu'il y avait eu, il avait fait l'Immortel, il y avait fait... Il y a quand même une suite, mettons, de films un peu dieu grec, là, mythologie grecque.
Fait que j'avoue que ça aurait été quasiment le moment de le sortir. Il y a eu 300 aussi. Puis, c'était à ce moment-là, justement, qu'il y avait été pour parler pour ça. Ben, c'est ça. C'était comme un peu la mode. Ça aurait été écœurant, un film sur God of War, là, avec Kratos, le badass. Moi, je suis vraiment pas. Non, c'est-à-dire que je suis pas. J'ai aucune expérience. J'ai vu des gens jouer à ce jeu-là. J'ai jamais joué moi-même. C'est une bonne série quand même. Je suis vraiment mal placé pour commenter. Les classiques, les premiers dans le fond sortis au PlayStation 2 qui sont devenus légendaires assez rapides. Là, qui ont même influencé beaucoup de jeux avec leur style. Je me rappelle de Conan qui était une copie cheap un peu de God of War, mais qui était le fun. Qui était très violent, mais c'était vraiment le classique jeu, t'es en train de jouer, puis là t'as une scène d'action, là il faut que tu pèses sur carré pour que ça enchaîne sur une cinématique ou une passe spéciale. Ça c'est vraiment God of War. À ma connaissance, c'est God of War qui a apporté ça un peu ce style de gameplay-là. Ben, est-ce qu'ils ont fait le jeu Conan à la suite aussi du remake qu'ils ont fait là? Du remake ou du remake? Bien avant. Le jeu Conan c'est 2000. C'est dans une première vague de jeux PlayStation 3. Fait que je pense que c'est 2008 peut-être. Environ là. Fait que ça paraît parce que les cinématiques sont un petit peu poches. Ouais. Les jeux en tant que tel est très bien fait. Là. Tu peux ramasser les amateurs puis tu peux couper du monde en deux. C'est violent, mais quand tu montes des cinématiques, c'est épouvantable. C'est un petit côté cochon d'ailleurs par rapport. Là, t'as comme des genres de filles à moitié tout nues tout le temps. Là. Dans God of War, il y en avait aussi. Ouais, ben c'est ça, mais dans Conan, il y avait ça, tu sais, mettons, il se lève, puis tu sais, il se lève les fesses en premier, tu sais, c'est comme. C'est comique, là. Un petit aspect, genre, sexuel. C'est ça. Qui est un peu inutile. Conan est viril, puis il aime ça. C'est ça. Est-ce que c'était plus un sosie de Arnold ou. Non, c'était un sosie de personne, mais ça semblait à personne. C'était vraiment. Il était plus basé sur le Conan. Probablement John Buscema, Marvel, tu sais, Marvel Comics, là, avec la coupe de cheveux avec le toupette coupé ici, là. C'était vraiment ce Conan-là. Mais pour en revenir à God of War, j'avoue qu'un film, ça serait... Encore aujourd'hui, ça serait merveilleux. Moi, je serais partant. C'est vraiment un des univers qui se porterait bien au cinéma, parce qu'on en a vu d'autres qui... Ça a été mitigé dernièrement, il y a eu le film d'Assassin's Creed, qui aurait pu être bon, mais... La réalisation du film laisse un peu à désirer. Là. Les scènes qui se passent dans le pas. Mais le film d'Assassin's Creed, c'est un peu comme le jeu. Les scènes qui se passent dans le présent ou dans le futur proche chez Abstergo sont totalement inutiles et ennuyantes. Je ne pourrais pas plus d'accord. Et les scènes qui se passent dans le passé, c'est ça qu'on aurait voulu voir. C'est ça qui est intéressant. Sauf que dans le film, ils ont mis plus de scènes dans le fond chez Abstergo que de scènes dans le passé. Donc c'est un peu en plus ça fait des années que les fans disent wipe ça la pression Abstergo là. Faites juste un film, faites juste un jeu historique, c'est ça qu'on veut. Le côté Abstergo là, puis on entre dans une machine pour être les données. Ouais, vraiment c'est le point intéressant. Le seul qui était bon à propos de ça, puis après ça ils ont vraiment détruit ça de manière professionnelle. Bien fait, là, tu sais. C'est le premier. Le premier, là, quand on finissait le premier Assassin's Creed, on voulait vraiment savoir plus sur l'histoire du personnage. Mais après ça, ils ont vraiment fait c'était plus intéressant. C'est comme un téléroman, dans le fond, pas très intéressant. Moi, personnellement, l'intrigue entre les assassins et les templiers, ça m'a jamais intéressé. C'est un aspect d'Assassin's Creed qui me laisse complètement froid. Ce que j'aime, moi, c'était tout le temps le côté historique. Dans le premier, t'es à Jérusalem, tu joues dans la deuxième croisade, je pense. En 1100, fin 12e siècle, je ne me trompe pas. T'es dans le temps de Richard de Cœur de Lion. Là, ils vont attaquer Jérusalem pour essayer de récupérer. Fait que le côté historique était écœurant. Mais je me rappelle la première fois que j'avais joué, je savais pas que c'était de nos jours et qu'il était entré dans une machine. Fait que quand j'ai joué, je fait comme c'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, je pensais que c'était juste dans l'ancien temps. Parce que cette portion-là, ils ne l'avaient pas montré. Fait que j'ai fait comme non. Ben c'est ça, le film, c'est 90% du film se passe en laboratoire avec Michael Fassbender qui est dans l'animus. Tu sais, il se bat dans l'ancien temps, là, il te le sort, puis là, tu le vois, puis dans tu sais, c'est débossant. C'est quelque chose qui arrive pas dans le jeu, parce que quand t'es dans le jeu, tu te bats, puis tu sors pas
Contrairement à une autre franchise de Ubisoft qui avait fait un film il y a quelques années qui était quand même assez bon comparativement justement à celui d'Assassin's Creed, c'est celui qu'il avait fait sur Prince of Persia. Ouais, le film Prince of Persia était quand même bon. Ouais, il s'écoutait assez bien, donc c'est ça, il y a peut-être... C'est soit que ils essaient trop de se baser, quand ils font un film sur un jeu vidéo, soit qu'ils essaient peut-être trop de se baser justement sur le jeu vidéo et ils essaient pas de prendre assez de liberté, soit qu'ils n'engagent pas des assez bons scripteurs pour faire l'histoire, ou je sais pas ce qui arrive, parce que pourtant la plupart des univers de jeux vidéo, ça se prête bien pour des films. Là. Ben oui, quand même. Mais c'est ça, soit qu'ils font, comme tu dis, ou sinon ils font complètement l'inverse. Ils vont complètement pas rapport avec le jeu, puis là t'es comme, ça a été le fun que vous gardiez des éléments. Mais y en a-tu des films qui vous ont marqué, justement? Des jeux vidéo basés sur des jeux? Ouais. Mortal Kombat, moi j'avais vu ça au cinépa en même temps. Oui. Ben Raiden. Avec Johnny Mnemonic en plus. Mais le Raiden, on en parlait. Ben moi, c'est ça, on en parlait l'autre fois, on l'avait aimé, moi et l'IPL. C'est un film que j'écoute une fois de temps en temps. Ouais. Mais le premier. La tonne boum boum 1914. Ils l'ont tellement récupéré là, ce petit riff là. Mais c'est un film de la fun. Ça a bien vieilli. Mais le premier qui est bon. Pas Annihilation. Mortal Kombat Annihilation. C'est pas de fait que c'est ça. Mais ouais, ça c'en est un moi que j'ai trouvé le fun. On dirait que les plates me viennent en tête, genre Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Moi, c'est... ouais. Ben, il y avait Tekken. Ils ont fait un film... Tekken, j'avais pas vu ça... Qui était quand même... potable, potable. Ça me faisait peur un peu la prochaine. Non. Ben, moi, j'ai plus aimé Tekken que... exemple, des films... DOA, là, Dead or Alive, là. Ça c'est le festival. Non, mais oui. Ok, DOA, on s'entend. C'est bon pour c'est parce que c'est. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est juste. C'est pour les femmes. C'est bon pour. Oui, mais les scènes d'action sont bonnes. Effectivement. Oui, mais parce que souvent sont accomplis par des femmes. Tu sais. Donc. C'est pas un argument ultra solide. La scène de volleyball, écoute, là, quand même. Juste pour être fair avec. Ils ont vraiment suivi la licence parce qu'ils ont même sorti un jeu de volleyball avec les personnages féminins de Dead or Alive et t'avais un boob slider qui pouvait les faire bondir plus ou bondir moins. Le jeu, même, je dirais, c'est bien pire que le film. Puis, honnêtement, DOA, c'est un des jeux qui est ultra fidèle. C'est un des films, qui est ultra fidèle au jeu. Parce que c'était ça, les jeux. Ouais, c'était vraiment axé sur les dans le bikini qui se fightait, c'est comme... le film, moi, en tout cas, je trouve encore que le film, les scènes d'action sont excellentes. Oui, les scènes d'action. Oui, c'est des filles à moitié habillées, mais... Côté histoire... C'est beau pareil. C'était ça, c'était dans le sens que j'ai apprécié Tekken, je trouvais qu'il y avait... Ouais, quand même, c'est un petit peu plus... Ben, c'est un film... Moi, je t'attirais, j'aime bien les films plus sombres un peu. Justement, tu sais, quand on parlait... dans une autre chronique, on parlait des Batman avec Christian Bale. Tu sais, j'aime le côté sombre, le côté un peu réaliste. Intense, moi, j'ai bien gros embarqué dans la vague réaliste, les films d'action, puis, je trouve, c'est ça, Tekken me rejoignait peut-être un petit peu plus par rapport à ça. Donc, t'as aimé le film de Mario Bros. Ça, c'était bon, là. J'ai un souvenir très vague. Évanescent. Oui. Je m'en souviens pas vraiment. Écoute, je me souviens qu'à un moment donné, ils vont à quelque part. Ça me semble que c'est horrible. Puis, y a-tu des genres de tortues aussi qui se promènent là-dedans? Il y en avait dans les jeux, là. J'espère que dans les films, il y en avait. Faudrait demander à Max si c'est plus récent. Ça fait trop. Ça fait combien de temps c'est sorti? Ça doit faire. Ça doit être 91, 92. Ah, c'est ça, ça fait plus de 20 ans. Puis si je me trompe pas, Luigi, c'était John Leguizamo. Donc, ok. C'est un beau rôle. Luigi qui est le frère BS dans les Mario Bros, en tout cas. Mais non, c'est sûrement Luigi, ça, mais c'est pas grave. Pour en venir à ta question, non, Mario, pas vraiment. Pas vraiment. Mais les bons films basés sur des jeux, écoute, Silent Hill, moi, c'en est un que j'ai trouvé qui était potable. Pas le deuxième film. Le deuxième film était horrible, là, mais le premier film, j'avais vu au cinépark, puis c'est... qui a fait ça, mon Dieu, faudrait qu'on... Je m'en rappelle plus. Mais je pense que c'est un réalisateur français, je me trompe pas, mais il a vraiment réussi à capturer l'atmosphère.
sordide, pas nécessairement sordide, mais vraiment sombre. Il était intense, le premier Silent Hill. Même s'il jouait avec les éléments du film, ça, moi je me rappelle, j'avais été voir. Puis ça m'a un petit peu tapé. C'est un peu comme le premier film de Resident Evil, qui est un autre que moi j'ai trouvé qui était quand même bon. Mais ils ont brassé beaucoup les éléments. T'sais. Si t'allais là, t'attendais à voir le premier jeu de Resident Evil sur grand écran, ben tu faisais péter ta bulle parce que c'est pas sur pas en tout. Mais c'est ça. C'était bon pareil. C'est des films qui ont pris un peu plus de liberté, mais qui justement au final ont quand même réussi mieux que d'autres qui étaient intéressants, qui étaient quand même intenses, qui gardaient le style un peu du jeu justement. Là, Silent Hill, le côté sombre, le côté plus stressant, puis Resident Evil, le côté action, zombie, plus stressant aussi, là, mais tu sais, ouais. Ça, c'est un état 2 qui était quand même bien. Puis il y a Warcraft que j'ai pas vu encore. Comme tu dis, mais celui-là, il est quand même bon, je veux dire. Ouais, une fois qu'on réussit à embarquer dedans, là. Parce que faut être dans le mood aussi, là, avec justement les orques, puis le gars qui joue dans Viking. Je pourrais même pas dire, écoute, non. C'est pas grave. Mais c'est ça, normalement, je suis pas attiré plus qu'il faut par justement les histoires de Vikings, tout ça. Ouais. Je sais que c'est un sacrilège pour certains que je dis ça. Non, mais c'est vrai, je vais sûrement avoir des haters là, qui vont dire t'es pas un homme. Pis tu manges pas de bacon. Ben non, tu sais, je suis végétarien, tu sais. Fait que là, on va sûrement avoir plein de commentaires, là. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Mon côté viking, j'aime l'univers, là, par exemple, là. Je un peu, là, mais mettons, justement, là, Trône de Fer, là, tout ça, là. J'aime bien cet univers-là. Mais il y a un côté politique aussi, là, que je me souviens quand j'avais parti la série au départ, ça m'avait pris comme, là, quasiment la première saison pour rentrer dedans, puis j'étais pas sûr, même à la fin de la première. Ouais. Est-ce que je vais la continuer finalement après? Quand j'ai continué la deuxième saison, là, ça a parti. OK. Et, c'est ça. Fait que l'univers, c'est pas un univers viking, là, dans Game of Thrones, mais. Non, mais c'est médiéval, puis c'est. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Mais une fois qu'ils réussissent à me captiver, là, après ça, je suis embarqué, puis c'est parti, là. Trop d'affaires d'ailleurs qui auraient pu faire, qui ont fait des jeux pour changer de sujet un peu, qui est des jeux basés sur des films. Ils en ont fait 2 à ma connaissance. Moi j'en ai un au PlayStation 3 qui est un genre de Knights of the Old Republic, pour ceux qui connaissent ça, Star Wars. C'est-à-dire un jeu de rôle assez rôlesque avec des attaques tour à tour là. Qui était quand même intéressant, quoique pas super bien fait. C'est Messiah Atlus qui avait sorti ça, qui est une compagnie de jeux, pratiquement juste des RPG japonais, des affaires dans le même, le Dragon's Crown, des cassins de même. Qui était correct, puis après ça, on a commencé à faire des Telltale Games. Telltale Games en a fait 2, je pense. On en a fait au moins un de Game of Thrones, avec peut-être plusieurs saisons. Fait que ça, moi, les point and click, je suis pas un grand fan. Fait que. Mais il y a eu ça. Okay. Fait que ça, ils pourraient en faire d'autres, des jeux de tourne d'affaires, ça pourrait être intéressant. Quelque chose un peu plus justement Skyrim-esque, ça pourrait être vraiment bon. Là. Mais on verra. D'autres jeux qui ont été. qui auraient inspiré. Sur la mise en film. D'autres films où. Ouais, mettons, d'autres films qui auraient inspiré des jeux intéressants. Moi, je pense souvent à Hulk. C'est ça qui est sorti début 2000. Avec Eric Bana. C'est ça, je cherchais son nom d'ailleurs. Ça a inspiré le jeu Hulk, qui était vraiment intéressant d'ailleurs. Tu parles-tu d'Ultimate Destruction? Oui, c'était ça. Qui a inspiré d'ailleurs DC Universe. C'est les créateurs de DC Universe, les premiers. Parce que ça a été racheté par la fameuse compagnie dont je me souviens pas le nom. Là. Marqué en bas. Daybreak? Ouais, c'est Daybreak, exactement. C'est ça qui ont racheté ça. Mais les concepteurs, au départ, ils s'étaient vraiment inspirés de Hulk, le Ultimate Destruction, pour un peu le open world de DC Universe. Là, parce qu'ils ont fait un premier jeu basé sur le film de ce film-là. C'est pas le premier. Ils ont vraiment fait... non, attends un peu, non. Je me mélange avec le film d'Edward Norton. C'est vrai. Edward Norton, ils ont fait un jeu tout de suite après qui était basé là-dessus. Puis qui était... Non, c'est pas vrai. Ils en ont fait un film de Hulk, un jeu de Hulk qui est basé sur le film d'Eric Bana. Ils en ont fait un avant Ultimate Destruction. Qui était moyen, là, qui était pas à la hauteur d'Ultimate Destruction.
Atomic Destruction, c'est le fun. Tu pétais des chars, là, tu faisais des gants, oui. Je pense que dans le fond, les jeux de série de films ou l'inverse qui sont les meilleurs, c'est justement ceux de super-héros. Ah, souvent. Les jeux de Batman, Batman Arkham Asylum. Ouais. Mais ça, là, avez-vous joué à Batman Begins? Ça, j'en parle tout le temps, on dirait qu'il y a juste moi qui ai joué à ça. Non, j'ai pas joué. Batman Begins, c'est le grand-papa de Arkham Knight, Arkham Asylum, toutes ces séries de jeux-là. C'est vraiment le précurseur, parce que c'est la même affaire, juste en moins bien fait. Là. Moi, je l'ai connu au Xbox normal, la première génération Xbox, ce jeu-là. J'avais acheté ça sur un guest, puis c'est vraiment basé sur le premier film de Christian Bale, Batman Begins. Film que je trouve excellent d'ailleurs. Qui aime pas la trilogie de Christian Bale? C'est impossible, là. C'est un Batman, c'est un must. Là. Puis, mais c'était basé sur le premier film. Puis ils n'en ont pas fait d'autres d'ailleurs basés sur les autres films. Ils ont fait juste celui-là. Puis si je ne me trompe pas, c'est la même compagnie, c'est-à-dire DC, Warner Brothers dans le fond, là, qui ont fait Arkham Asylum, la même compagnie. Ouais. Puis c'était hallucinant, c'était pareil, dans le fond, tu avais un Batman en third person, ça suivait le film. Mais en même temps, tu avais des libertés, tu pouvais conduire, il y avait des tableaux, tu conduisais la Batmobile. Tu avais comme toute l'emphase sur comme la paranoïa des ennemis. Mettons, les ennemis, si tu les attaquais de front, ils te tiraient dessus, tu te faisais tuer. Fallait que tu les fasses paniquer. Tu te mettais dans les airs, tu te faisais péter des affaires, tu les faisais paranoïer, tu les faisais stresser. Ils lâchaient le gun, là, t'allais lui casser la gueule. Okay. C'était hallucinant. Le côté terreur psychologique de Batman, c'était ça. Puis c'était vraiment écœurant. Puis c'est avant Arkham Asylum. Je me rappelle quand ça a sorti, je l'ai assis, j'ai dit, mon Dieu, c'est de la même affaire. T'sais. Juste en mieux fait. Fait que ça venait un jeu que moi j'ai bien trippé. Puis tu pouvais te débarrer des skins. Je me rappelle, j'avais débarré le skins gris et bleu, années 60. Ah oui, ok. Fait que, ouais, puis t'avais le skin Frank Miller, en tout cas. Bon, plus plein d'affaires que les trois Arkham. Arkham Asylum, Arkham Asylum, Arkham City. Puis Arkham Knight. Arkham Knight, c'est ça. Mais en fait, Arkham Origins aussi, qu'ils ont fait avant Arkham Knight. Ah, ça se peut. Qui était comme l'origine de Batman, dans le fond, retraité. Et voilà, fait que ça c'était vraiment écœurant. Mais les jeux de super-héros, il y en a eu plein là, qui étaient vraiment. Mais il n'y a pas juste super-héros, par exemple, tu sais, quand je pense justement le Seigneur des Anneaux, ils ont fait des jeux. Ouais, j'ai bien trippé sur les jeux de Seigneur des Anneaux. Dernier, justement, Middle-earth, Shadow of Mordor, qui est sorti il y a quelques années, c'était au mois de novembre ou octobre. Il y a Shadow of War qui va sortir. C'est le deuxième, ça vient. Donc c'est le deuxième, la suite, qui sont des jeux assez bien faits. Inspiré d'Assassin's Creed, mais quand même très excellent. Ils reprennent beaucoup de mécaniques d'Assassin's Creed, sauf que c'est ça. Non, c'est ça, les mécaniques pour grimper, tout ça, moi je trouve que Assassin's Creed l'ont fait excessivement bien. Des fois ça gosse, mais c'est rare. Voir ça dans un univers justement un peu plus fantastique, médiéval, c'est. L'univers Seigneur des Anneaux qu'on aime tous, là, je veux dire, c'est un univers qui est assez excellent, passionnant. Même les vieux jeux de Seigneur des Anneaux, je me rappelle, moi, mettons, la communauté de l'anneau qui avait sorti, là, qui avait aucun rapport avec le premier film de Peter Jackson, qui est sorti d'ailleurs juste après le film, mais qui avait zéro rapport. C'était basé sur le roman. C'était vraiment marqué, même, tu avais un logo en bas du jeu, c'était marqué Official Work, based on J.R.R. Tolkien. Puis c'était vraiment. Moi, ça, je l'ai bien aimé. T'avais un petit côté un peu RPG, tu ramassais des affaires, t'avais comme des petits quests à faire. Puis les deux autres qui ont sorti après, les deux tours, le tour du Ouest, c'était des jeux de bataille. C'était juste de la bataille, dans le fond des tableaux, tu tuais des orques. C'était vraiment basé sur les deux autres films de Peter Jackson. Puis il y en a un paquet d'autres. Il y a eu le troisième âge, qui est un genre de Final Fantasy-esque RPG, là, parce que t'étais comme vissé à terre, puis tu lançais des attaques. Je sais qu'il y a un démo aussi dans l'univers de. Ouais, il y en a eu plein de jeux. Il y a eu un Conquest, le manu qui ont sorti au Play 3, je pense que c'était un jeu de combat pur et dur. C'était juste de la bataille dans ce monde-là. Et c'est ça. Bon, ben super. Puis nous, en même temps, on joue un peu à Hellblade. Ces temps-ci, c'était assez intéressant. Ouais.
en tout cas, moi, à date, j'aime beaucoup ça. Ça fait peut-être juste 1 heure que je l'ai commencé. C'est pas un jeu qui est très long, hein, je pense que tu me disais. 7 à 8 heures. Il y en a qui disaient 6 heures. Moi, ça m'a pris 9 heures, peut-être parce que je suis un peu plus tâtant pour faire résoudre les puzzles. Ça m'a pris un peu plus de temps, des fois. Tu l'as savouré, c'est pas passer ta tête. Aussi, ouais, c'est ça. Mais ça serait intéressant aussi à date, parce que moi, j'ai vu de voir un film basé là-dessus, ça pourrait être intéressant. Oui, parce que le personnage, dans le fond, c'est un personnage qui est riche. Ça, c'est pas un spoiler, mais le personnage souffre de psychose, dans le fond. Quasi schizophrénique. Là, ouais, elle entend des voix. Ouais. Donc, ça fait vraiment un personnage riche, tu sais, de voir un personnage aussi, justement, qui souffre d'une maladie comme celle-là, dans un univers fantastique. On n'a jamais vu ça. Donc, ça fait vraiment quelque chose d'assez intense comme jeu. Ouais. Ça ferait vraiment un bon film, moi. Sûrement. Ce que j'ai vu, en tout cas, les graphiques étaient complètement hallucinants. C'était quasiment vrai. Oui, c'est presque un film. Ce que j'ai vu à date, je pense que c'est le jeu qui a l'air le plus vrai. Dans les graphiques, là, à date, j'étais comme wow. C'est aussi l'animation du personnage. Ils ont pris du motion capture, tout ça. Ouais. Il avait même fait une preuve de concept pendant une conférence. C'est qu'il y avait une scène qui jouait sur un écran, mais l'actrice était dans une autre pièce, sur un green screen. Puis là, il montrait la scène au public. Live, puis là, après ça, ils ont dit, ben, vous voyez, ça, c'est pas pré-rendu, l'actrice est en train de le faire dans l'autre pièce. Wow. Donc, en même temps, c'est Donc, c'est pas mal notre conclusion par rapport cinéma, jeu, tout ça. Je pourrais finir sur un petit coup de gueule informatique. On sait qu'il est arrivé, c'est arrivé il y a quelques mois déjà. On a appris comme hier que la compagnie de sécurité Equifax s'était fait pirater. Donc, environ 143 millions d'usagers. C'est ça, mon champion, c'est la cœur de merde. Ça, dans le fond, c'est des dossiers qui ont été volés, là. Oui, c'est ça. Donc, des dossiers qui pouvaient contenir, en fonction des utilisateurs, numéro d'assurance sociale, les adresses, et puis il pouvait y avoir des numéros de carte de crédit, tous des numéros de permis, aussi de permis de conduire. Toutes des affaires toutes des choses qui sont très importantes. Exact. Et qui pourraient permettre à ces hackers-là, ces pirates-là, de faire des achats au nom de quelqu'un, de détruire un dossier de crédit à quelqu'un. Scraper des vies, là. Scraper des vies, là. En tout cas, à court terme, même à moyen terme. Et ce que j'entendais, c'est que il est arrivé ça, donc il y a plusieurs mois, c'était comme fin mai, si je me trompe pas. Et quelques jours plus tard, il y a 2 hauts dirigeants de la compagnie, dans le fond, d'Equifax, qui ont vendu beaucoup d'actions pour quelques millions de dollars d'actions. Et peut-être parce qu'ils se disaient, ça va planter dans pas long, fait qu'on va vendre tout de suite, mais là, en tout cas, il pourrait y avoir peut-être éventuellement, il y a probablement déjà une enquête du FBI là-dessus parce que ça passerait comme un délit d'initié, là. C'est comme quoi ils savent que ça va planter, donc tu vends, t'es pas à vendre et tout. Puis aussi, c'est qu'ils ont même pas rendu l'information publique, ils ont fait ça avant que l'information soit rendue publique. Exact. Ils savaient que le bateau coulait, fait que en tout cas, on peut suspecter que c'est ça parce que pour l'instant, il y a eu un communiqué qui disait que les dirigeants qui ont vendu ces parts-là étaient pas au courant que ça s'était produit, mais quand t'es un vice-président d'un département ou un haut placé, habituellement t'entends ce genre de... T'es au courant de ce qui se passe chez vous. T'entends ça à travers la Donc, c'est un petit coup de gueule pour ça. Puis aussi, on apprenait dernièrement, surtout pour s'il y a des utilisateurs d'Avast et qui sont abonnés à leur page Facebook, Avast publiait un petit article intéressant sur les fameuses balayeuses électroniques que les gens ont à la maison, donc les petites balayeuses qu'on active et que ça se promène partout dans la maison. Balayeuses intelligentes, voilà, qui seraient plus intelligentes qu'on pense, parce que ces fameuses balayeuses-là se transformeraient en quelque sorte en balayeuses espions. Parce que, donc, ce qui arrive, c'est que ces balayeuses-là, soit pour les mettre à jour, ou justement, là, augmenter, mettons, leur capacité ou leur rendement. Donc, on peut faire les mises à jour du firmware, des choses comme ça. On les connecte en Wi-Fi sur le routeur.
Et là, ce que certaines personnes se sont rendues compte, c'est que ces balayeuses-là, dans le fond, eux, en se promenant à la maison, c'est qu'ils développent des repères et ils calculent en quelque sorte, c'est comme s'ils prenaient des images de l'intérieur de votre maison pour savoir, bon, mais quand j'arrive à telle place, je dois virer à gauche. Là, je dois faire attention, il y a un meuble là. Et finalement, exactement. Finalement, c'est ce que, en tout cas, Avast partageait, c'est qu'il y en a qui s'étaient rendu compte que il y avait des photos un peu de votre maison qui étaient envoyées par votre Wi-Fi au concepteur de ces balayeuses-là. Et donc, que finalement, par rapport à la sécurité, là, la vie privée et tout ça, il y avait un risque, là, en quelque sorte. Et donc, ce que le fabricant a dit, c'est que donc les images qui leur sont envoyées, c'est pas sous forme d'image comme si nous on prenait une photo, c'est que c'est sous forme de soit d'algorithmes ou des listes de calcul, des choses comme ça. C'est sous forme de données. Mais ça reste que quand même, c'est une part de votre vie privée, là, la grosseur de votre chambre à coucher, des choses comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent de ça, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de voir. C'est spécial, là. Je trouve ça va, ce genre de truc-là. Il y a quelques années, on avait vu des voitures que, à cause que le firmware dans l'ordinateur de la voiture n'était pas tout à fait à jour, des choses comme ça, il y avait des gens à distance qui étaient capables de contrôler votre voiture. Donc, vous êtes au volant, puis à un moment donné, tu peux décider, je fais tourner le volant à gauche, à droite, je fous les freins, je coupe le système de frein. Ça dépend quand t'es sur l'autoroute à 100 000 à l'heure. Je crois pas que ce soit arrivé pour vrai, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent dans des universités, des enseignants, des étudiants qui ont travaillé sur des projets pour prouver justement que c'était possible de le faire. Il y avait une brèche pour le faire. Exactement, la brèche était là. Et là, ce que je me dis, c'est qu'avec les appareils connectés, comme justement la balayeuse, ou maintenant les frigidaires qui sont connectés, un toaster, peu importe, là. Quelques années, les téléviseurs. Oui, effectivement. Samsung. Les hackers vont pouvoir contrôler tout ce que tu fais chez lui. Ce qui arrive, c'est que, sans tomber dans la théorie du complot, c'est que il faut quand même rester à l'affût de ça. Ben oui. Dernièrement, depuis 1 an ou 2, là, il y a des dirigeants importants qui sont sortis, comme justement Elon Musk. Il y a même, juste pas exprès, je me souviendrai plus de son nom, là, Stephen Hawkins, qui ont sorti, qui ont sorti pour dire, faites attention aux fabricants, faites attention de garder un contrôle sur l'intelligence artificielle, parce que justement, à un moment donné, l'intelligence artificielle pourrait nous surpasser. En tout cas, il y a déjà des dirigeants qui entrevoient un danger potentiel. Il y a beaucoup de films de science-fiction qui ont entrevu. Oui, c'est sûr que si on se base justement sur Terminator, toute cette saga-là. Bonne idée, Skynet. Non, c'est ça. Mais donc, idéalement, si on peut prévenir ce genre de choses-là, donc l'intrusion de la vie privée, puis s'assurer qu'on va toujours garder le dessus sur les intelligences artificielles ou nos appareils connectés, qu'on peut garder un contrôle, je pense que ce serait important. Donc, c'est important d'empêcher Arnold Schwarzenegger de venir dessus. Exact. Donc voilà, c'était ma conclusion, c'était mon petit coup de gueule de la fin. Yes. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en marquer un petit peu plus bas là. Puis, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous concernant là, les points qu'on a apportés par rapport au jeu, au film, vous pouvez toujours les laisser savoir. Oui, c'est toujours important de savoir ça. Puis si jamais vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, vous aimeriez qu'on discute d'un point en particulier, vous pouvez le soumettre dans les commentaires, puis on va s'organiser pour... On va essayer de le faire, là, ça me tente. Ouais, c'est ça, c'est ça me tente. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, merci beaucoup de nous avoir regardés. À la prochaine. Yes, bye bye. Salut. Bye bye.